Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Bernard Andrieux, Avant moi, les idées de mon corps. 1959 à 1969, 2020. Yann Beldam et Éric Pereira dire, In situ. Repousser les frontières de l'enquête de terrain, 2020. François Potvin, L'intervention dans les pratiques physiques, sportives et artistiques, responsabilité et stratégie des acteurs, 2019. Gérard Fath, Le sujet en désarroi dans les pratiques à haut gradient relationnel, 2019. Bernard Andrieux et Simon Rambaud dire, L'architecture des STAPS. 90 ans rue Lacretelle, 2018. Laurence Jean, Mon chat chez Lacan, 2018. Bernard Andrieux, Philippe Pomard, Florent Destruo et Emmanuel Vigarios, Visage hybride. Vers une anthropologie de la prothèse, 2018. Odile Girardingantier, D'autres limites à la prison. Comment l'art-thérapie peut aider à supporter le monde carcéral, 2018. Éric Dugas dire, Les violences scolaires d'aujourd'hui en question. Regard croisé et altérité, 2018. Alessandro Porr au VECCHIO, Gabriele Di Francesco et Joël Ladner dire, Étudiants, acteurs de leur santé, regard pluridisciplinaire, 2017. Bernard Andrieux et Cyril Thomas dire, Entre les corps, les pratiques immersiologiques aujourd'hui, cirque, marionnettes, performance et arts immersifs, 2017. Pierre Parlebas et Thierry Depaulis, Jeux et culture à la Renaissance. L'album d'Étampes de Nicolas Prévost, 2017. Dédicace. À Louis, Valentin, Jade et Elliot, mes petits-enfants, et à celles et ceux qui viendront au monde. Préface. Bernard Andrieux. L'éducation à la santé, et non plus de la santé, est décrite ici du point de vue de l'agentivité normative des sujets. Impliqués dans la gestion de leur santé, les sujets contemporains ne veulent plus être des patients instrumentalisés par une décision extérieure. La recherche en éducation à la santé rencontre plusieurs défis dans la standardisation mondiale, non seulement des pratiques de recherche, mais aussi des pratiques d'éducation à la santé, ignorant le pouvoir toxique des modèles épistémiques de la science, première source des inégalités d'éducation et de santé. Son premier défi est de réfléchir aux enjeux des éducations à la santé en réponse à la charge mondiale des maladies, dans le cadre des objectifs de développement durable entrant dans ceux du plan d'action de l'éducation 2030 de l'UNESCO. Le deuxième est de participer à la création des outils d'aide à la décision démocratique, éthique, équitable, inclusif et participatif dans le cadre du développement des politiques publiques de santé publique visant une promotion de la santé durable pour les enfants et les jeunes. Son troisième est de fédérer, soutenir et promouvoir les actions d'éducation et de formation locales et contingentes aux problèmes de santé publique des enfants et des jeunes. Cet ouvrage a une portée épistémologique pour repenser les relations entre les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales, à travers notamment l'articulation interdisciplinaire du corps vivant et du corps vécu. Là où le corps a été dispersé dans la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, par la constitution d'une approche analytique qui le découpe en autant de disciplines séparées. Chacune prétend, qui le schéma corporel, qui l'image du corps,
qui du cerveau à la constitution d'un paradigme total de la santé qui embarrasserait les autres dimensions du corps. L'éducation à la santé a une portée méthodologique par la corrélation, voire la causalité, si des lois pouvaient être dégagées des études de terrain, entre ce que produit involontairement le corps vivant dans ses émersions et ce qu'en perçoit la conscience à travers son vécu. La discontinuité temporelle entre l'activité du corps vivant et le retard de la conscience du vécu sur celle-ci ne doit pas interdire des modélisations propres à chaque situation en santé, des corrélations entre corps vivant et corps vécu. La nécessité d'apprendre de son corps plutôt qu'apprendre le corps repose sur l'acceptation à être enseigné et éduqué par son corps vivant qui échappe à une synthèse de connaissances par le corps vécu. Apprendre de son corps et de ses gestes implique ici une écologie corporelle qui prenne en compte in situ les partenaires et les réseaux dans la complexité culturelle. Les autres sont toujours déjà là, avant moi et en moi, au point de devoir les comprendre dans nos habitudes de santé comme autant de techniques inconscientes. Encore faudra-t-il accueillir ce qui vient de notre corps vivant, dans une forme de passivité qui nous informe malgré nous, de l'activité organique, émotionnelle ou écologique du vivant. Laisser passer les rêves, les symptômes, les sensations internes ou les affects est une technique d'auto-santé par l'attention à ce qui s'éveille en nous. Ainsi, chacun peut apercevoir ses datas internes sans parvenir immédiatement à les contenir, les empêcher, même par le refoulement, les retenir, dans des états mentaux stables. Ce que nous sentons en nous de notre santé est difficile, sans une éducation à l'éveil en santé, à mettre à distance de soi car l'intensité est mêlée à l'intimité. La pratique de notre corps, dans l'activité physique mais aussi expressive, nous y rend plus sensibles de l'intérieur même sans toujours parvenir à transformer cet éveil en une conscience sanitaire. L'éveil est le résultat de ce qui émerge involontairement du corps vivant dans la perception du corps vécu, révélant ce que la société et ses règles sanitaires ont pu y incorporer. Avant la reprise par la conscience, notre sensibilité culturelle découvre une partie inédite du soi qui peut se régler, en cas de maladie, comme un non-soi incompatible jusqu'à nous rendre inviables. En prenant conscience de sa santé ou de son insanité, le milieu culturel écologise plus ou moins la situation sanitaire du sujet. Mais l'auto-santé, comme mode de régulation des rapports entre le corps vivant et le corps vécu, est une éducation des ressources capacitaires que le sujet pourrait activer dès lors qu'il comprendrait les corrélations, à partir de ses cartographies esthésiologiques, entre ce qui se passe dans son corps vivant et ce qu'il en perçoit. Par des exercices capacitaires, si les décisions et techniques étaient enseignées et partagées, chacun pourrait se capaciter en trouvant des solutions adaptées à sa culture et à ses potentiels d'activation. L'éducation à la santé représente en effet une configuration biopolitique où les éducations à la santé dans les pays jouent un rôle géopolitique, en tant que biopouvoir humanitaire. Dans ce contexte de la santé mondiale, les enjeux de l'éducation à la santé dans les différents pays sont donc autant politiques que médico-épidémiologiques, épistémiques, d'éducation à la prévention et de formation à la promotion de la santé de ces acteurs. Introduction générale. Jacqueline Descarpentry. L'éducation à la santé est étudiée ici comme un objet de recherche, c'est-à-dire un objet qui fait sens dans différentes pratiques de recherche, qu'elles soient positivistes, pragmatiques, réalistes ou relativistes. Différents ES auteurs d'ES ont accepté de présenter leurs recherches portant sur leur définition de l'éducation à la santé, en identifiant les postures, les paradigmes de référence, les théories à l'œuvre dans les transformations contemporaines de l'éducation à la santé au cœur d'enjeux épistémiques, politiques, sociaux, culturels et individuels à l'ère de la santé globale. Outil de la biopolitique promue par la santé publique, l'éducation à la santé joue effectivement un rôle géopolitique en tant que biopouvoir humanitaire et de politique de la vie, lié aux enjeux de la prévention, qu'ils soient politiques, médico-épidémiologiques et épistémiques. Les relations entre les savoirs et les pouvoirs autour de ces recherches sont ici examinées par des éléments théoriques et méthodologiques de la recherche en sciences de l'éducation par des contributions qui, tour à tour, forment un champ de recherche. Des choix paradigmatiques disciplinaires sont faits à travers des choix méthodologiques des chercheurs ES, des champs d'enquête et de son outillage conceptuel dans un apparent éparpillement descriptif et analytique de situations sociales éducatives préventives.
Ce livre est donc né d'un double constat. Le premier concerne la place réservée à l'éducation à la santé dans les recherches en sciences humaines et sociales, et en particulier en sciences de l'éducation où l'on assiste à deux tendances contradictoires. D'une part, l'éducation à la santé semble depuis quelques années le produit d'une production intellectuelle, des sciences de l'éducation, avec une difficulté à classer les recherches en éducation à la santé dans l'une des cases de l'organisation du savoir académique de la discipline. D'autre part, l'éducation à la santé reste un outil d'intervention des politiques de santé publique justifié par la recherche de la discipline santé publique. Le second constat est la richesse de la discipline des sciences de l'éducation qui aborde les objets des éducations avec des postures critiques plurielles, si ce n'est opposées. Rédigé avant la pandémie de la Covid-19, ce livre met ici en lumière des postures de rechercheuses induites par la doxa santé publique globale et mondiale, et des postures de recherche visant la transformation sociale de la prévention. Le lecteur découvrira les enjeux épistémologiques de la recherche après la pandémie de la Covid-19. Un ensemble de discussions critiques reste à venir autour de la prévention, de ses dispositifs de recherche, de la souveraineté des épistémologies de la doxa santé publique mondiale globale. La prévention mondiale de la pandémie de la Covid-19 sous forme de confinement et gestes barrières a en fait révélé une universalisation d'un modèle de prévention rendu hégémonique, quelles que soient les aires géographiques, les politiques des États en matière de santé publique et de soins et de culture. Un régime de contrôle disciplinaire, par un panoptique de privation des libertés et de mise en place de différentes applications de traçage, soumettant chacun à la normalisation de ses comportements par la peur de l'autre, de la sanction financière ou sanitaire. Une heuristique de la peur exercée par un usage médiatico-politique des informations médicales rendues publiquement incertaines, et par un discours du politique de comptabilisation des morts dans les pays les plus riches. Une médiatisation des querelles internes du monde de la recherche, quels que soient les enjeux humains quand ils rejoignent les enjeux politiques et financiers de l'industrie pharmaceutique. Le dispositif de prévention du développement de la Covid-19 nous a ainsi montré l'extraordinaire pouvoir de normation des États dans le monde entier, et l'extraordinaire soumission volontaire ou involontaire des citoyens confrontés au risque de la mort imminente. La prévention de la Covid-19 a par ailleurs déterminé des dispositifs de politique de la vie qui ont révélé les profondes inégalités dans nos sociétés quels que soient les systèmes de santé, d'accès à la prévention, aux soins et aux réponses aux besoins élémentaires, alimentation, accès à l'eau, accès aux médicaments, aux masques. Elle a révélé une crise profonde du néolibéralisme mondial où s'exerce un darwinisme biologique, que les plus forts survivent, et un darwinisme social, celui qui veut avancer se battra, les autres tomberont, dans les pays les plus riches. Dans les pays riches, elle a soumis les populations subalternisées à la sauvegarde du bien-être de la population confinée, comme les éboueurs, les camionneurs, les femmes et hommes de ménage, les vendeurs et vendeuses dans les magasins d'alimentation. Elle a exercé une marginalisation des enfants les plus vulnérables, elle a soumis des femmes à la violence, et a révélé les disparités de genre domestique et au travail, elle a su déconfiner les sans-abri mis à l'abri sans éthique ni morale. Le dispositif de prévention de la Covid-19 montre ainsi combien la prévention n'est pas une priorité de santé publique puisqu'il est surprenant qu'au XXIe siècle, la recherche en santé publique promeut toujours les mêmes gestes barrières et de confinement connus depuis le Moyen Âge, en Europe, au risque de toutes les dérives humaines, sociales et économiques du monde contemporain et de la mondialisation. La prévention de la Covid-19 a par ailleurs montré des dispositifs de soutien et de solidarité pour faire face à la pandémie pendant le confinement, comme dispositifs de résilience coopérative, basés sur des expériences de solidarité, en marge du biopouvoir, qui traduit non seulement une insoumission à la technique de normalisation des corps et de l'altérité, mais aussi l'exercice du commun des communautés plurielles. En voulant exercer une gouvernance de la vie et du vivant, en expérimentant des dispositifs des régimes de contrôle pluriels, la prévention de la Covid-19 a été un révélateur d'un dispositif de régime de normalisation disciplinaire qui consiste à essayer de rendre les gens et les actes conformes au modèle hégémonique de la norme en santé publique,
issu de la seule mathématisation de la vie, du vivant, dont le monde politique a fait usage, mais pour quel projet politique ? Modestement, ce livre se veut donc contribuer à reconstituer la trame complexe d'une cohérence difficile et forte que traversent des formes de coopération entre des champs scientifiques, des champs disciplinaires pluriels et une variété de pratiques sociales visant à promouvoir la santé individuelle, la santé collective, la santé communautaire et la santé globale des populations. De l'éducation à la santé à l'école à l'éducation thérapeutique à l'hôpital ou dans le travail social, ou dans les champs de formation en SHS dans le domaine de la santé, un mouvement de recherche en sciences de l'éducation s'est ainsi constitué au fil d'un réseau de chercheurs ES et de praticiens NES des sciences de l'éducation, dès les années 1990, Vial, Aymar, Triby, Gagnère, Descarpentry. Ce premier réseau de chercheurs ES se trouve désormais à un tournant lié, pour André Giordano, à une reformulation qui se veut garante d'efficacité par un processus des apostrophes. Innovation-évaluation telle que travaillée par Assal, Lacroix 1998, Goudet 2005, Toussaint 2006, dans laquelle ont joué un rôle moteur Giordano, De Vecchi 1987, Lannes et Lannes 2012, Nourrisson 2002, Legrand et Al. 2012. Les études, des méta-analyses de recherche, contrôlées et randomisées ont par ailleurs montré qu'une information seule était nettement insuffisante pour permettre aux personnes de s'approprier un savoir, Giordano, 1998, Descarpentry, 2001, ou aux patients de gérer leur maladie dans leur quotidien, Grimaldi, Cosra, 2004. Par ailleurs, un certain nombre d'illusions pédagogiques ont été dépassées, de nouveaux modèles d'enseignement ont été introduits, des pratiques innovantes en ont résulté qui interpellent l'ensemble des pratiques de santé ou soignantes, Divernois, Gagnère 2008. Des outils et des ressources didactiques en découlent pour les soignants et les éducateurs en santé, ainsi qu'un nouveau regard sur leurs métiers respectifs. Un autre réseau a émergé, centré d'abord sur les dimensions didactiques de l'éducation à la santé et des éducations à dont la volonté est de se centrer sur le rôle de l'école dans les apprentissages favorables à la santé, UNIRES. Réseau qui s'ouvre à d'autres discussions épistémologiques. Dans ces contextes institutionnels dès le début des années 2000, les recherches en éducation à la santé en sciences de l'éducation ont désorienté parce qu'elles étaient dans le champ des éducations à et à l'articulation d'autres disciplines comme la santé publique inscrite dans la pathogenèse au détriment de la salutogenèse, Lindström et Erickson 2012. Plus récemment, inscrite aussi dans le champ des théories critiques, la doxa santé publique a été décrite en précisant les limites du dispositif de technologie de contrôle des corps au titre de la biopolitique et du biopouvoir, Descarpentry 2006. Les recherches ont par ailleurs nommé le double écueil d'une confusion entre la sociologie de l'intervention telle que développée par Touraine, qui suppose la conscientisation des aliénations libératrices du sujet social, et une sociologique pragmatique critique de Boltanski dans une nouvelle étape de la conscientisation des limites de l'empowerment et de l'agency dans les processus d'émancipation des populations cibles. On notera toutefois que ce dernier modèle d'éducation reste très présent dans les dispositifs et programmes d'éducation à la santé, tout comme le behaviorisme centré sur l'heuristique de la peur, et où le constructivisme basé sur la bonne volonté des sujets à se soumettre à la transmission des connaissances médicales pour améliorer leur santé. Les approches féministes et l'intersectionnalité ont par ailleurs investi les travaux de la santé communautaire, soulignant leur intérêt dans l'émancipation des populations. En 2018, de nouvelles voies de recherche se lèvent par la parution d'un dictionnaire critique des enjeux et concepts des éducations à 3, et la création d'un champ de recherche sur les épistémologies du Sud et de la santé, de Sousa Santos, 2016, au sein d'une université coopérative internationale, l'UCI, au campus Condorcet pour le développement de la promotion de la santé émancipatrice. Ces derniers travaux nous invitent à préciser comment l'épistémologie est la première source des inégalités, qu'elles soient de santé ou d'éducation, alors que, globalement, les recherches en santé publique exercent un régime de pouvoir par une modélisation internationale des modèles des écoles de santé publique anglo-saxonnes ignorant le plus souvent l'apport des travaux sur la santé collective tels que ceux menés par nos collègues d'Amérique latine. Dans ce contexte international, la recherche en éducation à la santé ne peut continuer à ignorer les savoirs et les visions du monde, à d'autres cosmologies,
incorporées liées aux subjectivations des sujets qui restent invisibilisés et ignorés par la pensée unique de la rationalisation de la santé publique, en particulier ceux de l'épidémiologie qui discriminent les groupes en les reléguant en groupes de sujets à risque et invisibilisés qu'il convient de normer par l'éducation à la santé. En effet, de nombreux programmes nationaux et internationaux d'éducation à la santé invectivent l'autre, à soumettre son propre corps à un ensemble d'injonctions normées, selon des modèles eurocentrés et américano-centrés de la santé publique. Mais aussi par les dispositifs de prévention de la Covid, issus des résultats de la recherche épidémiologique chinoise. Déjà performés par la normativité collective, Boetch et al. 2007, les populations sont soumises à la rhétorique de la barbarie des injonctions comportementales à incorporer, Leblanc 2007-6, et à la tyrannie du développement d'un soi performant, Byung-Chul, 2014, et ce, quelles que soient les cultures locales des populations dites cibles. Ainsi, en prenant appui sur les derniers travaux de De Souza Santos de 2016-7, il apparaît qu'il ne peut pas exister de justice sociale mondiale pour la santé des populations sans une justice cognitive qui gouverne les programmes d'éducation à la santé. C'est-à-dire qu'il est urgent de réinterroger la construction sociale et politique des normes de recherche et des pratiques d'éducation à la santé, pour une distribution plus équitable du savoir scientifique et des savoirs interculturels et écologiques, pour construire des projets alternatifs durables et des recherches induites par l'ensemble de ces savoirs, à la Berocala, 2017, dans le cadre d'une démocratie technique de santé, Calon, 2001. Autrement dit, il convient de repenser nos cadres cognitifs, MEDA 2020, et de nos référentiels de recherche et de nos interventions qui permettent d'aborder la question de la relation entre les théories et les conséquences observationnelles, ainsi que la manière dont elles sont testées non pas sur les populations mais validées avec les populations. Ce livre est donc consacré à une discussion sur la recherche en train de se faire, à partir de l'étude des modes de coopération entre les sciences positivistes de la recherche médicale et les postures épistémologiques plurielles des sciences de l'éducation. Les disciplines, des acteurs-trices de la recherche inscrits dans différentes institutions de promotion de la santé et de la société civile ont pour volonté de poser, de décrire des situations éducatives préventives, et de poser des interrogations sur les orientations et la nature même des coopérations de recherche et de pratiques sociales d'intervention. Ce livre est composé d'un recueil de textes qui ont été discutés au colloque du CNAM de 2015-9. Il précise les coopérations visibles, autant au travers des modalités de collaboration scientifique entre des disciplines des sciences du vivant et des sciences de la vie, qu'en partenariat avec des acteurs institutionnels sur des terrains contemporains très variés. Il précise les coopérations invisibles entre les savoirs qui exercent des pouvoirs doxiques. Les recherches présentées dans cet ouvrage ont en fait une double ambition. D'une part, décrire l'éducation à la santé telle qu'elle se fait, sur des terrains pour saisir la généalogie de pratiques discursives singulières de la recherche en éducation à la santé du présent réalisée par différents chercheurs avec les partenaires de l'école, l'hôpital, et d'autre part, procéder à une critique de nos pratiques de recherche pour dévoiler l'historicité de nos catégories de pensée avec leur part de contingence, arbitraire et de pseudo-évidence pour comprendre notre présent. Ainsi, les contributions se réclament de 3 ordres. Les usages philosophiques ou épistémologiques, de la part de celles et ceux qui envisagent un dispositif d'analyse des normes de savoir et de pouvoir sur les pratiques d'éducation à la santé ou de l'éducation thérapeutique à travers une coopération entre les sciences de l'éducation et les sciences médicales sous l'angle de l'expérience, de la pratique d'éducation ou de formation, et ou de l'expérience corporelle. Les usages de l'analyse de l'activité post-structuraliste 10. Des auteurs ESS privilégient la description de dispositifs pour observer les modes de production des savoirs qui se limitent, in fine, à préciser le mode de construction sociale et politique d'un discours hégémonique, des modèles nord-américains de la philosophie de l'éducation visant l'empowerment, la responsabilité et l'autonomie de l'élève ou du patient, comme si un seul modèle de pensée unique gouvernait les pratiques discursives d'éducation à la santé ou d'éducation thérapeutique dans la perte du commun. Les usages pratiques de la boîte à outils des sciences de l'éducation, comme les moyens d'établir un diagnostic de notre époque et de notre pensée par une lecture constructiviste qui se veut parfois critique de nos pratiques indissociablement sociales et politiques,
privés et publics de l'éducation ou de la formation dans le champ de la santé. Le premier chapitre de l'ouvrage est coordonné par Nicolas Léchopier. Il traite de la coopération entre l'éducation et la santé, qui nous amène à penser l'épistémologie des liens entre l'éducation et la santé en dehors de celle de l'épidémiologie et de la santé publique, ou de celle des sciences politiques. La coopération entre l'éducation et la santé nous oblige en effet à penser l'épistémologie structuraliste marxiste et le nominalisme foucaldien, pour penser nos propres travaux de recherche en sciences de l'éducation dans le champ de la santé. Ainsi, dans ce chapitre consacré aux épistémologies de la recherche, Jacqueline Descarpentry précise les principaux défis de la recherche en éducation à la santé telle qu'elle se développe aujourd'hui, pour éviter plusieurs écueils dans la standardisation non seulement des pratiques de recherche, mais aussi des pratiques d'intervention ignorant l'hégémonie de la doxa santé publique autant dans les prises de décisions politiques et sociales de l'éducation à la santé que des pratiques de recherche. Dans le même sens, André Giordan, depuis les années 90, précise que les recherches sur l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique se sont développées grâce à des collaborations entre des disciplines des sciences du vivant et des sciences médicales, les sciences de l'éducation, la didactique et l'épistémologie des sciences, en partenariat avec des acteurs institutionnels, écoles, hôpitaux, maisons de la santé, s'appuyant essentiellement sur l'expertise médicale et sur un modèle vertical de transmission de savoir entre experts et apprenants, élèves, patients, grand public. Bernard Andrieux situe alors les épistémologies du corps à l'œuvre entre les différents discours sur le corps et des pratiques corporelles et tisse les premières pistes de l'émerciologie. Dans ce sens, Christine Campigny introduit la nécessaire traduction interculturelle entre des modèles eurocentrés du corps, de la santé et de la famille et ceux de l'Orient dans une prise en compte de l'expérience humaine et de son potentiel de transformation, essentiel, Varela 1997. Elle précise comment par cette capacité multidimensionnelle passent ces intelligences sensibles. La contribution de Nicolas Léchopier et Bettina Granier précise les liens entre savoirs expérientiels et épistémologie de la formation médicale. Les auteurs ES nous offrent à penser la figure du patient formateur qui serait celle d'un aiguillon épistémologique, engageant les étudiants ES dans une enquête réflexive sur leur mode d'apprentissage académique et dans l'exploration d'un collectif qui ne se limite pas aux professionnels de santé. Barthélemy et Durif travaillent la normativité biologique de Georges Canguilhem dans l'enseignement de la philosophie et des sciences humaines, dans la formation, pour écarter toute position instrumentaliste. Le deuxième chapitre, coordonné par Franck Pison et Dominique Berger, rappelle une relative modestie de la contribution hexagonale au développement des travaux en éducation à la santé. Les auteurs expliquent qu'un travail préalable d'analyse des pratiques effectives de recherche et des représentations des acteurs n'est que très partiellement mené, et que la modélisation des principaux processus conduisant à la mise en œuvre d'actions d'éducation à la santé est encore trop peu explorée. Ainsi, Marivette Balcou-Debuche propose une perspective socio-anthropologique de la littératie en santé à partir d'une perspective d'éducation bienveillante tout au long, lifelong learning, et tout au large de la vie, life-wide learning, pour interroger la place de l'éducation à la santé à l'école, dont les savoirs et les compétences sont à travailler. Puis, David Autier précise comment la diffusion des savoirs en contexte l'a conduit à s'intéresser à la didactique, science ayant pour objet l'optimisation des apprentissages dans une situation d'enseignement ou de formation, Lafon, 1963. Séverine Parer, quant à elle, propose de réfléchir à une histoire anthropologique et philosophique de l'éducation à la santé selon une approche foucaldienne de l'archéologie des savoirs et des pratiques en cours de construction. Le troisième chapitre de l'ouvrage, coordonné par Rémi Gagnère, critique une manière de décrire une relation de soins qui contribue à contourner l'écueil des mots sans les choses en faisant référence à Chauvier 2014. Ainsi, Anne Muller, dans sa contribution sur le partenariat dans la relation soignant-soigné, précise le rôle de la parole d'acteur RICES pour en définir l'enjeu dans le passage d'une position de patient dépendant à celle d'acteur autonome, initié à être corresponsable de sa santé et de la prise de décision le concernant, gagnant en autonomie, en observance de traitement puisqu'effectuant lui-même des choix concernant sa qualité de soins et de vie. Dans le même sens, la contribution de Nora Moumjid, Julien Cartier, Giovanna Marsico, François Blot,
en appui sur les travaux relatifs à la prise de décision partagée, propose des éléments de réponse et des pistes de réflexion éthique relatives à une pratique menée à l'écoute des patients ES et de leurs préférences et valeurs pour les patients ES et avec les patients ES et leurs proches. L'enjeu de ces pratiques du discours performatif de la responsabilité et de l'autonomie prend aussi corps à travers les travaux de Loy Lawson dans une contribution basée sur le développement personnel dans une étude éditoriale en France entre 1900 et 1939. L'auteur souligne les caractéristiques du champ psychothérapique en émergence basé sur la laïcisation des biens de salut, l'expansion diffuse de micropathologies mentales, la prolifération des méthodes d'autosuggestion par des premiers coachs, thérapeutes et directeurs de conscience qui ont étayé l'offre de ces produits culturels inédits à destination des nouvelles classes moyennes, Bidou 1984. Elisabeth Noël-Hureau situe, quant à elle, son étude sur le moment particulier qui fait suite à la découverte d'une symptomatologie et à la confirmation du diagnostic d'un cancer du sein, dans un entre-deux temporel, où les personnes sont confrontées à la fois à la nécessité objective d'une acceptation des propositions de soins par le médecin à l'issue de la RCP et à la réalité subjective de l'inacceptable de sa nouvelle situation de vie. Elle y étudie la place de la réunion de concertation pluridisciplinaire dans un partenariat professionnel de santé malade. L'analyse de l'activité de soins, à travers les séries télévisées dans la contribution de Mark et Rose Nagels, définit comment des lycéens en terminale baccalauréat sciences et technologies de la santé et du social, ST2S, à des étudiants en soins infirmiers, ESI, et à des cadres de santé formateurs, CSF, se forment à la réflexivité. La conclusion comporte une contribution de 3 auteurs, l'un de 2 doctorants ESS en sciences de l'éducation, Vilma Bouratroff et Cédric Kempf qui se sont aventurés ESS à la synthèse des méthodes dans un tableau représentatif des contributions, et une autre d'Olivier Lavergnat qui cible la mise en œuvre de recherches fondamentales en sciences de l'éducation propres au champ de l'éducation dans le champ de la santé correspondant respectivement aux 2 représentations que l'on peut se faire des sciences de l'éducation. L'une en matière ingénierie à développer en commun, hôpital apprenant, littératie et ETP, formation des professionnels, l'autre en matière de recherche plus fondamentale, cartographie croisée des recours et des incitations à la prévention, relation entre savoirs expérientiels de la maladie et empowerment notamment, questions en résonance avec 2 métamorphoses qui bouleversent aujourd'hui le champ de l'éducation à la santé. Chapitre 1 – Des questions sur les épistémologies de la recherche. Introduction. Nicolas Léchopier. Quel que soit le positionnement que l'on adopte à propos du rôle et du statut des sciences biomédicales au sein du paysage des pratiques et des recherches dans le domaine de la santé, il apparaît en tous les cas indispensable de s'ouvrir à d'autres cadres que ceux fournis par l'épidémiologie et par la clinique, pour penser adéquatement la façon dont peuvent travailler ensemble des disciplines aussi variées que la didactique, la pédagogie, la philosophie, l'anthropologie, la psychologie, les sciences politiques, la promotion de la santé et la santé publique, etc. Faut-il notamment penser les pratiques et les savoirs de l'éducation en santé comme s'élevant contre, en opposition aux sciences biomédicales, ou bien comme quelque chose qui pourrait travailler avec, coopérer d'une façon harmonieuse avec ces sciences ? Les textes réunis dans ce chapitre explorent différentes réponses possibles à cette question, et différentes voies pour dépasser cette fausse alternative. Jacqueline Descarpentry propose un texte dénonçant la tendance à laisser les sciences biomédicales déterminer les contenus du projet de l'éducation à la santé, à partir d'une posture critique foucaldienne, et suggère des pistes de réflexion sur l'apport de l'épistémologie du Sud pour appréhender les dispositifs de recherche et de pratique d'éducation à la santé. André Jordan explore les tensions qui traversent l'éducation thérapeutique et montre qu'aucune discipline, aucune science ne peut à elle seule prétendre embrasser des processus aussi paradoxaux. Bernard Andrieux les approfondit par son apport sur les épistémologies du corps. Emmanuel Triby souligne les ambivalences de l'évaluation dans l'alternance de la formation des soignants, et montre comment les outils d'évaluation produisent de la décollaboration. Bettina Granier et Nicolas Léchopier questionnent les véritables effets produits par les interventions de patients formateurs dans le cursus médical, indirect et systémique plutôt que simplement transmissif,
et Barthélemy Durive repense la place de L'. Enseignement de la philosophie et des sciences humaines dans la formation médicale en recourant au concept de normativité chez Canguilhem, pour écarter toute position instrumentaliste. Les textes de ce chapitre remettent ainsi en question les rapports de pouvoir entre les différents savoirs qui travaillent le champ, éducation et santé. L'éducation à la santé n'est-elle qu'une application des connaissances épidémiologiques, à propos des risques sanitaires? L'éducation thérapeutique n'est-elle que l'incorporation de connaissances médicales chez les sujets malades? Les acquis des professionnels en formation peuvent-ils s'évaluer en les regardant seulement comme des compétences définies dans le curriculum? Le bon soin découle-t-il d'une mise en application de recettes issues des sciences humaines? Les différentes contributions de ce chapitre sont variées dans leur style et leurs inspirations, mais elles contestent toutes le réductionnisme qui découle de la rationalisation néolibérale des processus d'éducation en santé. Elles questionnent des innovations ou proposent des interprétations permettant de révéler, et si possible de dépasser, les tensions qui caractérisent la coopération des disciplines dans le champ éducation et santé. Hiérarchie des normes de savoir et pouvoir en éducation à la santé. Jacqueline Descarpentries. Introduction. Pour illustrer mon propos de l'usage social et politique des résultats de la recherche épidémiologique dans les pratiques en éducation à la santé, je présente les résultats d'une recherche critique sur des programmes d'éducation à la santé centrés sur le développement de l'estime de soi pour la prévention des risques psychosociaux. Nous verrons comment les politiques de santé publique ont transformé les résultats de la recherche épidémiologique sur le soi, et en particulier l'estime de soi, dans un programme de normation du corps et de la psyché. Force est en effet de constater qu'un usage social et politique de la variable épidémiologique opère un effet de pouvoir sur la construction didactique de l'intervention éducative en prévention, dans le jeu explicite de la biopolitique eurocentrée et américano-centrée, Genré Ayouch, 2017, 2 et racialisée, Dorlin 2017, 3. En associant le soi, et l'estime de soi, en particulier au corporel anatomo-centré pathologique, l'éducation à la santé favorise ainsi une normativité du corps et de la psyché par des techniques de pouvoir de la psychopolitique visant la normalisation du soi, s'assurant ainsi de l'universalisation du soi. Byung-Chul précise en effet comment la psyché est utilisée comme une force de production par l'usage social et politique du soi, de l'estime de soi, universalisable dans toutes les techniques de développement de soi, à l'inverse des travaux de Michel Foucault sur la biopolitique. Auquel cas, on peut légitimement s'interroger sur l'éthique des programmes d'éducation à la santé dès lors qu'un dispositif éducatif invective le sujet à créer un soi performant universalisé et universalisable par l'empowerment, selon des modèles de recherche eurocentrés et américano-centrés, mais aussi à la pertinence de modèles issus des épistémologies du Sud pour une plus grande justice sociale et cognitive. Les savoirs et pouvoirs exercés. Que ce soit les différents travaux de l'histoire contemporaine de l'éducation à la santé en France, Nourrisson 2007. 4. Les travaux de L'. Anthropologie de la prévention d'Ozon et Fassin 2001. 5. Ceux de la philosophie empirique, Leblanc 2005. 6. Et ceux plus contemporains des normativistes, Bors 2010 et des naturalistes, Nordenfeld 2010. 7. Il en ressort que L'. L'éducation à la santé est, par la grille de lecture critique, une technologie de pouvoir de normation des corps, corps anatomique et corps de la psyché, par le jeu de la biopolitique eurocentrée et de la normativité biologique qui induit une norme doxique de normativité sociale de l'éducation à la santé par les pratiques discursives de la recherche elle-même en éducation à la santé. En effet, inscrite dans la doxa et l'épistémé de la santé publique, de l'épistémologie du Nord, s'exerce un pouvoir de domination dans la construction politique et sociale de la recherche et de l'intervention éducative en santé publique. Des formes d'oppression sont créées sur le sujet, quelle que soit sa culture, ses origines, son environnement, par un ordre mondial néolibéral exercé par les savoirs probants du modèle biomédical de la médecine et par les politiques publiques de santé publique, qui exercent une colonialité sur les processus de subjectivation. Elle s'opère à travers les pratiques discursives de l'éducation à la santé produites par ces nouvelles formes de colonisation du soi, qui ne sont rien d'autre que les formes d'une colonisation des consciences et des subjectivités,
comme l'ont déjà montré Michel Foucault, Paulo Freire et Frantz Fanon. On voit bien alors comment certaines influences historiques continuent la diffusion de nombreuses conceptions d'une culture du corps de l'homme normal, anatomo-centré, binariste, HE accent aigu TE accent aigu RONORME accent aigu, eurocentrique, blanc et d'un soi performant. Ces normes de savoir et de pouvoir de la production et de la reproduction sociale de la norme en santé publique ne sont en fait rien d'autre qu'un fait majeur entièrement historique de la rationalité postcoloniale, issu des épistémologies eurocentrées et américano-centrées, en dehors bien évidemment des aires géographiques. Ainsi, l'exploration et l'exploitation de la variable épidémiologique du soi et de l'estime de soi, dans un programme d'éducation à la santé centré sur le développement de soi, ne sont autres que créer un sujet des normes performant au développement d'un régime néolibéral mondial et globalisé, Boltanski 2009, 8. Le sujet des normes normées par une estime de soi performante. Ainsi, quand une culture épistémologique eurocentrée et américano-centrée de la santé publique prescrit théoriquement et implicitement une norme de politisation autant du corps que de la psyché, on peut légitimement se demander comment s'opère la normation du sujet des normes par l'éducation à la santé, autant par le pouvoir doxique des normes de la recherche et du projet de construction sociale et politique d'un sujet performant néolibéral de la norme, qui exploite lui-même volontairement et passionnément, Macheret 2014, 9. En effet, l'intervention orthopédique sur le corps se trouve complétée par une intervention psychologique et esthétique visant à créer un soi normé de sujet des normes, ibidem, soumis à la violence symbolique de la transmission d'une forme d'universalisme des savoirs sur une estime de soi positive universelle. Chacun est soumis à une injonction, à la réalisation du soi, en étant auto-entrepreneur de lui-même ou d'elle-même, censé exercer un autopouvoir, un autocontrôle, au nom de la responsabilité, de l'autonomie et du souci de soi, qui revient à soumettre les individus à la domination des savoirs de la santé publique par le pouvoir de transformer la psyché. Un savoir eurocentré, anatomocentré, HE accent aigu TE accent aigu RONORME accent aigu et racialisé agit donc comme structure structurante de la normalisation, de la normation et du gouvernement du soi, outil intellectuel de la santé publique nécessaire au développement d'une politique de gouvernement de la psyché qui représente une force de production dans le régime néolibéral. L'éducation à la santé en santé publique, centrée sur le développement de l'estime de soi dans un régime néolibéral, n'est donc qu'un effet performatif d'un discours de l'émancipation car le dispositif de renforcement de l'estime de soi n'est autre que le dispositif de lutte contre la souffrance humaine causée par l'ordre mondial néolibéral lui-même et par le postcolonialisme. L'énonciation d'une meilleure estime de soi dans les programmes d'éducation à la santé n'est pas tant un facteur d'unification des êtres qu'une dérive d'un discours pervers que formulent les exigences de la doxa santé publique dans un monde néolibéral, global, universalisable. En fait, ces dispositifs d'éducation à la santé, centrés sur le développement de l'estime de soi, sont inscrits dans une épistémologie des conséquences telle que décrite par De Souza Santos, dès 2016. C'est-à-dire que ces interventions éducatives sont construites sur des savoirs basés sur des hiérarchies abstraites, des savoirs scientifiques, issus de la mathématisation de la vie eurocentrée qui ne connaissent pas toujours les limites de leur usage. Alors que les modèles computationnels, c'est-à-dire des modèles d'éducation à la santé incluant différents savoirs écologiques, ceux issus de la réalité individuelle, culturelle, sociale et politique de chacun pourraient être priorisés pour une plus grande justice sociale et cognitive. L'intérêt d'un modèle computationnel dans la recherche en éducation à la santé serait d'abord d'affirmer que la différence entre les savoirs scientifiques, c'est-à-dire les évidences basées ou savoirs les plus probants, et les savoirs écologiques est une impasse, cette essentialisation des résultats de la recherche sont purement stratégiques. Puis de reconnaître l'écart à travailler entre les savoirs probants et les savoirs écologiques, qui permet autant de développer des recherches basées sur la preuve que de nommer les cultures du corps, les cultures de la santé et de la maladie, les visions du monde au service d'une éducation à la santé adaptée aux personnes qui la mettent en œuvre et en bénéficient,
tout en restant vigilant aux universels, Balibar, 2016, 10 car il s'agit de garantir un accès à l'éducation à la santé pour tous et toutes, quels que soient les groupes sociaux concernés, l'âge, le sexe, le genre et la couleur de peau et les aires géographiques. Adopter une perspective de la différence pour envisager des recherches de cultures différentes avec des cultures, des pays, des écosystèmes, des rapports au corps différents, genres, sexués à la santé, des postures de recherche et des pratiques d'éducation à la santé, conduirait à penser qu'il existe un genre commun unitaire et originaire à partir duquel se déplieraient ce divers des cultures. Or, le propre du culturel étant de se déployer en tension entre le pluriel et l'unitaire, de se fondre et se démarquer, de conformer et de résister, le modèle computationnel a ainsi pour intérêt de nourrir les écarts entre les savoirs probants, les savoirs écologiques et systémiques pour explorer des espaces de constructions innovatrices et créatrices, par une meilleure prise en compte de la diversité des hiérarchies des savoirs et des pouvoirs à l'œuvre dans les pratiques d'éducation à la santé et d'approcher l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'il convient d'observer le faisceau complexe des dimensions économiques, sociales, raciales, de genre et de sexe en tension dans l'éducation à la santé pour que les populations reconnaissent leur propre capacité à agir qui passe par la conscientisation et la reconnaissance des dominations et des processus d'invisibilisation. Honnête, 2005, 11 pour une plus grande justice cognitive. Un essai de discussion éthique pour une justice cognitive. Le point nodal d'une justice cognitive éthique reviendrait à centrer le dialogue sur les écarts entre les cultures de la recherche et des pratiques, autant pour nommer les résultats de la recherche en santé publique et nommer les formes d'expression des oppressions des invisibilisés, des subalternes et des sujets baroques issus des résultats de la recherche centrée sur les positionnements épistémologiques du Nord global. On assiste en effet à une véritable injustice épistémologique même si, au demeurant, il n'est pas ici question de remettre en cause tous les progrès de la médecine qui ont participé à l'éradication de certaines maladies et ou améliorer l'état de santé des populations. Il s'agit d'une injustice épistémologique, dans la mesure où un usage social et politique est fait des résultats de la recherche en épidémiologie, issus de l'épistémé de la rationalité et de la doxa santé publique, où une confusion s'opère entre les données probantes et leurs usages social et politiques dans les prises de décision politiques. Une hiérarchie des savoirs issus de la doxa santé publique ignore le plus souvent les savoirs écologiques, c'est-à-dire des savoirs issus de la diversité des cultures, des sexes, des genres, des valeurs individuelles et collectives, des relations du sujet au savoir, leur hiérarchie entre les savoirs formels et informels et l'identification des pouvoirs économiques, sociaux, religieux et culturels des sujets de l'éducation à la santé. Par ailleurs, des savoirs issus des absences, c'est-à-dire les formes de savoir ignorés jugés inférieurs car non scientifiques, car locaux, car improductifs, car issus de la non-existence de la norme eurocentrée d'un corps en bonne santé, créent des zones d'être et de non-être favorables à toute forme de discrimination. Fanon, 1961. Penser de façon alternative les alternatives existantes ne peut se concevoir que dans l'alternative entre les écarts, entre les savoirs probants et les savoirs écologiques, pour faire émerger des pratiques de prévention éthique dans les dispositifs autant de recherche que d'intervention en éducation à la santé. Comment faire advenir alors des logiques de réciprocité et d'égalité quand, d'une part, une grande partie des besoins des populations cibles reste ignorée et que d'autre part, l'orthodoxie économique met au centre de l'analyse la rareté, fait de l'intérêt matériel la base des choix individuels? Comment des populations invisibilisées, infériorisées par les statistiques épidémiologiques, comme population à risque, peuvent-elles s'émanciper alors que le statut de sujet éthique leur est refusé, leur interdisant la réflexion autonome en dehors de la norme de la santé publique qui détermine des comportements sains de santé biopolitiquement centrés, genres, sexués et racialisés? Comment sortir de l'imaginaire de l'émancipation du libre arbitre individuel, quand des dispositifs normatifs sont créés par la perversion du régime néolibéral qui délégitime les initiatives de ceux et celles qui veulent améliorer la vie quotidienne par des dynamiques démocratiques qui créent les outils de sa propre efficacité? Comment sortir de la relation fantomatique entre théories épidémiologiques et pratiques d'éducation à la santé? Enfin, si en reprenant des travaux que j'ai déjà publiés sur les modèles de l'éducation dans le champ de la santé publique, des Carpentry,
2006, en France et dans bon nombre de pays européens notamment, j'ai pu constater l'usage social et politique de certains modèles de l'éducation dans le champ de la santé, Descarpentry, 2015. 13. Il me semble fondamental de ne pas négliger les modélisations à l'œuvre de l'éducation et de L'. Usage social et politique à l'œuvre dans les dispositifs d'éducation à la santé. Globalement, l'un de ces modèles est issu de l'éducation nouvelle et précise que l'éducation à la santé doit développer les capacités des apprenants à partir de l'action du sujet, auquel cas il s'agit de connaître les maladies et les risques associés pour modifier ses comportements, inscrit dans une épistémologie pragmatique que l'on trouve dans toute intervention pédagogique behavioriste ou constructiviste. Le deuxième cadre des modélisations de l'éducation à la santé est inscrit dans une épistémologie rationaliste, qui consiste au contraire à transmettre et à connaître les déterminismes de santé qui pèsent sur les acteurs et les actrices en fonction de leur origine sociale, et met ainsi en doute leur capacité à rompre avec ces déterminants. Si le premier des modèles est centré sur les capacités du sujet, son désir d'apprendre, de bénéficier d'une bonne santé et une volonté de changer ses comportements, au risque d'ignorer les déterminants de santé, l'autre modèle, à l'inverse, met à jour les inégalités sociales de santé au risque de ne plus pouvoir valoriser les capacités d'auto-émancipation des apprenants. Un troisième modèle, où sont inscrites les pédagogies critiques, semble proposer une autre articulation entre les épistémologies pragmatistes et critiques. Ce troisième cadre de modélisation amène à mettre en réflexivité les modèles d'éducation qui incluent à la fois les leviers coopératifs et de résilience sur lesquels s'appuyer pour développer les capacités de libération par la conscientisation des sujets de leur aliénation, mais également à avoir un regard critique sur la manière dont ces pratiques peuvent aussi reproduire des inégalités sociales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.